remercie Guillaume Sarkozy de cet optimisme. Et pour terminer cette table ronde, je voudrais donner la parole à Marc Ferracci sur la formation professionnelle, et notamment dans quelle mesure cette formation professionnelle peut être une incitation à l'innovation sociale. Bonsoir à tous. Alors je vais essayer d'être bref parce que l'heure est tardive, le temps nous est compté. Est-ce que la formation est un investissement social ? Ça pose question, puisque la formation, comme vous le savez, n'est pas un des piliers de la protection sociale, il n'y a pas de caisse nationale de la formation professionnelle. Et néanmoins, on a envie de se dire que la formation a des effets sur la collectivité dans son ensemble. Alors moi je suis économiste, les économistes aiment bien mesurer, les économistes aiment bien quantifier, les économistes aiment bien évaluer. Donc je vais essayer de répondre à 3 questions. La première question consiste à savoir ce qu'on sait des effets de la formation professionnelle sur les parcours individuels. Est-ce que légitimement, on peut et on doit investir dans la formation professionnelle pour sécuriser les carrières, pour accroître les salaires, mais aussi pour accroître la compétitivité des entreprises. Il y a un certain nombre de résultats qui heurtent parfois le sens commun sur ces questions. La deuxième question, c'est, au-delà des résultats économiques, comment fonctionne le système français de formation professionnelle et est-ce qu'il fonctionne bien ? La réponse, je vous la donne en exclusivité, c'est non. Notre système dysfonctionne dans les grandes largeurs et ces dysfonctionnements sont en grande partie liés à la spécificité de ces mécanismes de financement. Troisième question, est-ce qu'on peut réformer ce système ? Alors, comme il a été dit, c'est une question d'une actualité brûlante puisque la négociation interprofessionnelle qui doit réformer le système de la formation professionnelle commence ces jours-ci et on est fondé à se demander si cette réforme, la réforme qui va aboutir au terme de cette négociation, est ou sera une véritable réforme alors que les précédentes ont été des réformes très largement inabouties. Première question, qu'est-ce qu'on sait des effets de la formation professionnelle ? Dire que la formation est un investissement social, ça sous-entend que la formation a des effets au-delà de la population des gens qui sont effectivement formés. Ça signifie que si moi, je reçois une formation, mon voisin va en bénéficier, mon entreprise va en bénéficier, la collectivité va en bénéficier. Est-ce que c'est vrai ? S'agissant de la formation des adultes, il faut partir d'un constat qui est étayé par un grand nombre d'évaluations empiriques, c'est que les effets de la formation sur les salaires, sur la productivité, sont très faibles, voire inexistants, dès lors qu'on mesure réellement l'effet de la formation, c'est-à-dire dès lors que l'on compare des individus qui sont parfaitement comparables, dont certains reçoivent une formation et les autres non. Quand on fait cet effort d'évaluation rigoureuse, on se rend compte que la formation des adultes a finalement très peu d'effet sur les parcours individuels. Au contraire de la formation des enfants, de très jeunes enfants, comme il a été dit par Alain Villemeur, aux États-Unis, on sait depuis longtemps qu'investir dans la formation de très jeunes enfants, c'est pour la société retirer des bénéfices ultérieurs très importants, sous forme d'une baisse de la criminalité, sous forme de résultats scolaires, de rentrées fiscales plus importantes. Mais partons de ce principe, partons de ce postulat, de ce premier constat, c'est que la formation, à titre individuel, a des effets qui sont finalement assez modérés, assez limités. Deuxième question, est-ce qu'au-delà de ces effets individuels, la formation des adultes a des effets sur la collectivité dans son ensemble ? Là, on peut être plus optimiste. Il y a un certain nombre de résultats qui suggèrent que la formation des salariés en entreprise bénéficie à leurs collègues. Il y a par exemple une étude qui a été faite sur des données qui datent déjà un petit peu, puisqu'il s'agit des données de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, on a beaucoup investi dans la formation de certains salariés sur les chantiers navals. On savait qu'il fallait construire, du fait de l'effort de guerre, beaucoup de bateaux de guerre. Et comme on ne pouvait pas former tout le monde, eh bien on a formé quelques-uns des gens qui travaillaient là, et on s'est rendu compte qu'il y avait une diffusion des compétences. Et donc il y avait ce que les économistes appellent des externalités. C'est une manière de dire que la formation, c'est un investissement qui bénéficie à d'autres que ceux qui sont effectivement formés. Un autre exemple, plus proche de nous et sur données françaises, une étude du CREST, le laboratoire de l'ENSAE auquel je suis affilié, a montré récemment que lorsque les salariés reçoivent une formation en entreprise, eh bien ils restent moins longtemps au chômage si d'aventure ils passent par le chômage. Ça signifie finalement qu'être formé en entreprise, eh bien ça bénéficie à la collectivité et en particulier à l'assurance chômage. Bien. Donc il y a des externalités. Ces externalités, c'est le dernier constat que je ferai au travers des évaluations empiriques dont on dispose, elles sont d'autant plus fortes que l'on investit sur les salariés les moins qualifiés. Et ça, c'est un élément très important et tout à fait prégnant, en particulier dès lors qu'on s'intéresse aux externalités que peut connaître l'assurance chômage. Donc finalement, l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous, mais il peut y avoir
des effets sur la collectivité si d'aventure on investit sur les moins qualifiés. Dans ce contexte, est-ce que notre système remplit ses fonctions? La réponse est non, pour plusieurs raisons. On a un système très inégalitaire, dans lequel les salariés les moins qualifiés accèdent moins à la formation que les salariés les plus qualifiés. On a un système très peu efficace. Les rares évaluations sur données françaises confirment ce que l'on sait des évaluations sur données étrangères, à savoir que la formation a peu d'effet sur la productivité, encore moins d'effet sur les salaires, un peu plus d'effet, il faut le dire, sur la stabilité de l'emploi, mais être stable dans l'emploi, ça n'est pas toujours la garantie d'une mobilité professionnelle positive et ascendante. Et la troisième caractéristique de notre système, c'est que c'est un système éminemment complexe, dans lequel il y a énormément de prestataires de formation, dans lequel les mécanismes de financement sont très compliqués également. Et donc ce système, on est fondé à se demander pourquoi est-ce qu'il dysfonctionne. Eh bien, l'analyse que je fais avec un certain nombre de collègues économistes, c'est que ce système dysfonctionne pour une raison assez simple finalement, qui tient à la spécificité des mécanismes de financement. La France est une économe, j'espère que tout le monde le sait, mais malheureusement elle n'est pas toujours unique pour des raisons qui manifestent le génie français. En matière de formation professionnelle, l'unicité, la spécificité du système français, c'est d'imposer aux entreprises une obligation de dépense chaque année. Chaque année, les entreprises sont obligées de dépenser une fraction de leur masse salariale dans les actions de formation. Elles peuvent acheter directement des formations auprès des prestataires, et elles peuvent mutualiser ces sommes au sein d'organismes qui sont gérés par les partenaires sociaux, des organismes paritaires qu'on appelle les OPCA. Cette obligation, elle entretient les dysfonctionnements du système, elle entretient les inégalités parce que lorsque les entreprises sont obligées de dépenser, elles n'ont aucune incitation à investir sur les moins qualifiés. Elles ont au contraire une incitation à investir sur les individus pour lesquels le rendement de la formation va être important, et donc les plus qualifiés. Elle entretient l'inefficacité des formations parce qu'elle finance un certain nombre d'actions de formation qui ne sont pas utiles aux entreprises. Et je pense que chacun d'entre vous, en tout cas tous ceux parmi vous qui ont eu à financer ou à suivre les formations, eh bien, a connu des exemples de formations qui ne sont pas nécessairement efficaces. Et enfin, elle entretient la complexité du système parce qu'elle entretient des mécanismes de financement qui sont compliqués, en tuyaux d'orgue. Elle entretient aussi un certain nombre de prestataires qui ne rendent pas un véritable service. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on a ce système? Ce système, il date maintenant de plus de 40 ans, puisqu'il a été institué par une loi qui date de 1971. La fameuse obligation légale a été instituée par une loi de 1971. Et donc on est fondé à se demander, mais pourquoi on ne réforme pas? Encore une fois, j'insiste sur ce point, on a un système qui, à cette échelle, c'est-à-dire au niveau national, n'a pas d'équivalent dans le monde. Alors pourquoi? Eh bien, pour une raison simple, c'est que on vit en France, et c'est une bonne chose, moi j'en suis partisan, le jeu de la démocratie sociale, c'est-à-dire qu'on donne aux partenaires sociaux la capacité, la prérogative de négocier les projets de loi, ou de pré-négocier les projets de loi qui vont toucher au fonctionnement du marché du travail. C'est une bonne chose, mais s'agissant de la formation professionnelle, eh bien, ça pose un problème. Le problème essentiel, c'est que les partenaires sociaux, et là je parle à la fois des syndicats de salariés et des organisations patronales, tirent un certain nombre de ressources de la formation professionnelle et ils bénéficient de manière indirecte des mécanismes de financement que j'ai évoqués. En particulier cette fameuse obligation légale, dont une partie des fonds transite par les organismes paritaires qui gèrent les ressources de la formation professionnelle. Et donc, les partenaires sociaux n'ont pas d'incitation à réformer le système en profondeur. On leur donne les clés de la réforme du système et on espère qu'ils vont scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est-à-dire se couper d'un certain nombre de ressources, alors même qu'on n'a pas fait d'effort au préalable de leur donner des ressources stables, pérennes et transparentes. Donc il y a aussi un problème de méthode qui explique en grande partie pourquoi nous n'avons jusqu'à présent pas réussi à réformer notre système. Il y a eu une réforme en 2003, il y a eu une nouvelle réforme en 2009, et qui explique finalement l'ordre dans laquelle nous sommes. Alors la négociation, je terminerai là-dessus, qui est en train de débuter, eh bien, débute sur des auspices qui peuvent être finalement rassurants, mais aussi débute avec des signes qui ne laissent pas d'inquiéter. Ce qui est rassurant, c'est qu'un certain nombre d'organisations patronales et syndicales sont désormais convaincues que le principe de l'obligation légale n'est pas un bon principe, pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi pour d'autres raisons. Ce qui en revanche est inquiétant, c'est qu'on a donné une feuille de route, on appelle ça un document d'orientation, le gouvernement a donné une feuille de route aux partenaires sociaux pour négocier, de manière finalement très, très vague. Les partenaires sociaux ont une attitude assez importante au terme de ce document d'orientation pour négocier la réforme, et dans la mesure où on n'a pas, au préalable, comme je le disais,
réformer leur financement et leur représentativité, eh bien il y a un risque important que la réforme soit à nouveau une réforme inaboutie, et de ce point de vue, que à l'avenir, la formation ne remplisse pas son rôle d'investissement social comme on est en droit de l'attendre. Merci.